Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. C'est la fin de l'opération Sangaris en Centrafrique. L'ONU prend le relais. Le ministre français de la Défense est déplacé à Bangui pour l'occasion, promettant que l'armée française resterait active et vigilante. Mais face à ce départ, l'inquiétude est palpable. Sans surprise en Côte d'Ivoire, on se dirige vers une large victoire du oui au référendum d'après les premiers résultats. Les Ivoiriens étaient appelés à se prononcer sur un changement de constitution qui prévoit notamment la fin du concept de l'ivoirité. Mais la participation, elle, s'annonce faible. Nous serons en direct avec Anna Sylvestre-Trainer à Abidjan. Et puis au Burkina Faso, ils réclament justice. 2 ans tout juste après la révolution, des milliers de personnes ont marché dans les rues de Ouagadougou. Nos correspondants ont suivi l'un des jeunes insurgés qui ont fait tomber Blaise Compaoré, l'ancien président. Après 3 années d'opération sur le terrain, des succès mais aussi des zones d'ombre, la mission française en Centrafrique tire donc sa révérence. Le ministre français de la Défense qui s'est déplacé en Centrafrique à de multiples reprises depuis le début de la crise s'est une nouvelle fois rendu sur place à Bangui pour officialiser ce départ. Un départ qui inquiète de nombreux habitants. Le reportage d'Edouard Dropsy avec Nicolas Germain. Clap de fin pour Sangaris. C'était la 7e mission des forces françaises en Centrafrique depuis l'indépendance du pays en 1960. Pour le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, l'armée a terminé le travail qu'elle était censée accomplir. Il y avait 3 objectifs à cette mission. D'abord, enrayer les massacres de masse. Ensuite, permettre à un processus démocratique de se mettre en place. Et enfin, aboutir à un passage de relais entre la force militaire Sangaris et les Nations Unies. Nous avons rempli ces 3 objectifs. Jean-Yves Le Drian a affirmé que toutes les troupes françaises n'allaient pas quitter la Centrafrique. Au plus fort de la crise, la France avait mobilisé plus de 2000 hommes. D'ici la fin de l'année, ils seront moins de 300, notamment au sein de la force de l'ONU, la MINUSCA. La France avait lancé Sangaris en décembre 2013. À l'époque, des affrontements entre la rébellion Séléka, majoritairement musulmane, et les milices anti-Balaka, principalement chrétiennes, avaient fait des milliers de morts. Aujourd'hui, le pays connaît encore des flambées de violence entre groupes armés. Et dans le quartier musulman du PK5, encore le théâtre de combats meurtriers dimanche. Certains voient d'un mauvais œil le départ des Français. Ça nous inquiète beaucoup. Puisqu'ils sont là depuis 3 ans, ils nous ont beaucoup aidés, puisqu'ils doivent prendre notre sécurité. Bon, nous là, ça m'a beaucoup choqué. On veut les Sangaris seulement. MINUSCA, ils travaillent, mais pas tellement comme les Sangaris, parce que les Sangaris, chaque jour, ils passent toujours en riz. Mais les MINUSCA, parfois, ils sont toujours dans les bases. Mais les Sangaris, c'est eux, ils travaillent bien seulement. Ils font les patrouilles. La présence des Français et de la MINUSCA ont notamment permis la tenue d'élections cette année. Faustin Archange Touadéra a remporté le scrutin en février. Mais des hommes de Sangaris, tout comme des casques bleus de nombreux contingents, ont aussi été mis en cause dans des scandales d'abus sexuels. Des enquêtes judiciaires sont en cours à Paris. La Côte d'Ivoire attend les résultats du référendum. Les Ivoiriens étaient appelés à se prononcer ce dimanche sur un changement de la Constitution. Le nouveau texte élimine le concept d'ivoirité et clarifie les conditions d'éligibilité du président. Il prévoit également la création d'un Sénat ou encore d'un poste de vice-président. On retrouve tout de suite Anna Sylvestre-Trainer qui est au siège de la commission électorale à Abidjan. Anna, qu'est-ce qui se dégage des premiers résultats ? Eh bien oui, Pauline, petit à petit, région après région, la commission électorale indépendante égrène les résultats. Ils sont encore très partiels, mais les premières tendances sont sans surprise. C'est le oui qui l'emporte avec des scores écrasants, partout plus de 70% et jusqu'à 99% dans une région du Nord, le Nord traditionnellement acquis à Alassane Ouattara. Sans surprise, je vous le disais, car l'opposition avait appelé au boycott de ce référendum. Dans ces conditions, c'est bien le taux de participation qui est le véritable enjeu. Et pour l'instant, dans le Nord, ce taux, il est moyen, autour de 50 à 60%. Mais dans le Sud, il est faible, autour de 20 à 30%. La participation qui va continuer à être scrutée de très près par tous les politiques ici. Et cela pendant toute la nuit, la commission électorale indépendante va continuer à donner les résultats. Merci pour toutes ces précisions. Anna Sylvestre-Trainer qui était en direct avec nous d'Abidjan.
Ce 31 octobre est désormais journée chômée et payée au Burkina Faso. 2 ans après l'insurrection populaire qui a chassé du pouvoir Blaise Compaoré, des cérémonies ont été organisées ces 3 derniers jours. Ce lundi, une marche a rassemblé 3000 personnes avec un mot d'ordre, justice pour les martyrs. Nos correspondants à Ouagadougou, Kalidoussi et Bangali Touré ont suivi l'un des ex-insurgés. Regardez le reportage. Le 31 octobre 2014, Serge faisait partie des milliers de Burkinabés descendus dans la rue. Cet étudiant, activiste de la société civile, nous explique le pourquoi de cette mobilisation. Pour nous, il est important de marquer fortement et de façon symbolique cette journée. Voilà pourquoi nous nous sommes mobilisés aujourd'hui. Et c'est aussi l'occasion de revenir sur les crimes impunis liés à ces 2 événements. Parti de la place de la Révolution en direction de l'ancienne Assemblée, la marche a réuni des milliers de Burkinabés. Devant les ruines, Serge se souvient. On est rentré par cette porte principale et quand on est rentré dedans, la majorité des députés étaient déjà en débandade. Et comme nous ne les connaissons pas tous, nous n'avons pas pu les intercepter. Et donc tout de suite, on s'est chacun approprié un siège et on s'est auto-investi député. Face aux questions de justice pour les victimes, mais aussi de libération inquiétante des présumés responsables, le gouvernement se défend de toute responsabilité. Le ministre de l'administration territoriale a dit à quel point il y a des souffrances au niveau du gouvernement à propos des libérations. Donc ça veut dire que ces libérations ne sont pas le fait du gouvernement, comme certains le laissent croire. Ce palais en ruine et ses vestiges sont devenus le symbole de la Révolution. Un vibrant hommage a été rendu aux martyrs et aux personnages clés des 30 et 31 octobre 2014. Fait insolite, un nom n'a pas été cité, celui du capitaine Issa Zida, président et premier ministre de la transition. C'est la stupéfaction au Bénin. Le richissime homme d'affaires Sébastien Aljavon, personnalité incontournable du pays, est toujours en garde à vue. Le 3e homme de la présidentielle a été interpellé vendredi après la découverte dans un des conteneurs qui appartient à sa société d'environ 18 kilos de cocaïne. Les précisions à Cotonou d'Emmanuel Sodji. L'annonce de l'interpellation du célèbre homme d'affaires Sébastien Aljavon, un homme très populaire ici au Bénin, a eu l'effet d'un coup de tonnerre. Dans la principale ville du pays, Cotonou, là où je suis actuellement, eh bien, des centaines de personnes se mobilisent chaque jour depuis son arrestation vendredi. Il demande la libération du président des patrons béninois devant le tribunal de Cotonou et aussi là où il est détenu à la compagnie de gendarmerie. Plus tôt dans la matinée, des manifestants avaient dressé un barrage sur la route internationale au niveau de la frontière entre le Bénin et le Togo. Le trafic a été sérieusement perturbé. Alors jusqu'à présent, aucune charge n'a été notifiée contre Sébastien Aljavon et 3 de ses employés. Un collectif d'avocats dénonce une détention arbitraire. Je peux vous dire qu'il parle de complot, c'est parce qu'il n'a rien à se reprocher. Et dans le même temps, il fait confiance à la justice. Il demande à la justice d'aller jusqu'au bout, que les investigations soient menées pour qu'on sache, pour qu'on connaisse, pour qu'on découvre, je dirais, l'auteur ou les auteurs de ce que les gens prétendent comme fait reprochable. Nous aurions voulu qu'on le mette en liberté et pour les besoins de la procédure, de l'enquête, des investigations, qu'on lui adresse une convocation, il se présenterait. Donc ce n'est pas quelqu'un qui fuirait. Une commission d'enquête mixte a été mise en place par le parquet. Elle est censée faire toute la lumière sur cette affaire. En attendant, le président du Bénin, Patrice Talon, qui a été élu grâce au soutien de Sébastien Aljavon, ne s'est toujours pas prononcé sur cette affaire. Et on va passer à présent à ce fait divers qui suscite l'émotion au Maroc. Cette émotion qui ne faiblit pas 3 jours après le drame. Un vendeur de poissons tué dans une benne à ordures alors qu'il tentait d'empêcher la saisie de sa marchandise. Le gouvernement marocain promet d'élucider les circonstances de la mort de ce jeune homme. Des manifestations ont eu lieu ce lundi durant tout le week-end également, notamment à Casablanca où on retrouve Sarah Doublier. Le drame s'est déroulé dans la ville d'Al Hoceima, la capitale du Rif, réputée très frondeuse vis-à-vis des autorités. Les circonstances tragiques de la mort de ce poissonnier, Morcine Fikri, ont déclenché une vague d'indignation dans l'ensemble du Maroc. Plusieurs manifestations de protestation se sont multipliées, se sont tenues ce dimanche en solidarité avec la famille et la victime, donc Morcine Fikri. Je vous propose d'écouter les réactions du rassemblement de Casablanca et notamment l'émotion de la responsable politique Nabila Mounib.
on a eu plusieurs affaires comme ça de jeunes qui se sont, qui avaient devant eux l'horizon fermé, qui n'avaient comme autre issue que de se donner la mort. Est-ce que c'est ça l'état de droit que nous attendons depuis 60 ans? C'est la sensation d'être humilié, que nous ne vivons pas dans l'état de droit et que nos jeunes comme ça sont victimes du despotisme. Et je crois qu'à chaque fois qu'il y a une volonté de reconstruire, de bâtir quelque chose qui se base sur la centralité des droits humains et de leur respect, eh bien on nous dit non. Et là c'est un ras-le-bol, je crois qu'on est un peu fatigué de toute cette humiliation. Pour moi, à mon avis, c'est un symbole de punition. Donc chaque jour on vit une punition indirecte par le système vers ses propres citoyens. Le problème, c'est le système. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de santé ici au Maroc. C'est quelque chose de honteux pour les citoyens marocains. Du côté des officiels, deux réactions principales à relever. Tout d'abord celle du chef du gouvernement, Abdelila Benkiran, qui a appelé ses militants, ses sympathisants à ne pas participer aux manifestations, à ne pas descendre dans la rue. Et de l'autre, le roi Mohamed VI, en déplacement à Zanzibar, qui a dépêché le ministre de l'Intérieur en personne afin qu'il se rende au chevet de la famille des victimes et qu'il puisse participer et superviser en personne le déroulement de l'enquête. Et le Maroc qui vit par ailleurs au rythme d'une autre affaire, l'interpellation à Paris du chanteur de pop marocain Sam Ladjaret, mis en examen vendredi pour viol aggravé. Le roi en personne a apporté son soutien ce lundi à la Star. Mohamed VI a décidé de prendre à sa charge la défense du chanteur, qui n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur France 24. L'info continue dans un instant.